République démocratique du Congo par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Les termes de ce grand rendez-vous est renforcer les instances de gouvernance et les mécanismes de gestion publique axés sur les résultats. Et puis, dans la grande corne de l'Afrique, près de 90 millions de personnes supplémentaires ont eu accès à l'électricité entre 2010 et 2020. C'est ce qui ressort du dernier rapport de l'Agence internationale de l'énergie. Mesdames et messieurs, soyez le bienvenu dans cette grande édition d'information et merci d'avoir choisi Géopolis TV pour vous informer. Commençons ces grandes éditions d'information avec de nouvelles nominations dans 3 entreprises publiques. Le président de la République, Félix Tshisekedi, vient d'opérer de nouveaux changements à la tête de la SNEL, de la Régie des eaux et du FONER. C'est à travers une série d'ordonnances rendues publiques hier, lundi 10 octobre, sur les antennes de la télévision nationale. Dieudonné Bonali, Benito Kabiena. Comme je vous le disais, il y a de nouvelles nominations à la tête de 3 grandes entreprises de la République démocratique du Congo. Le président de la République, Félix Tshisekedi, vient d'opérer de nouveaux changements à la tête de la Société nationale de l'électricité, de la Régie des eaux et du Fonds national d'entretien routier. Et c'est à travers une série d'ordonnances rendues publiques hier lundi 10 octobre sur les antennes de la télévision nationale. Dieudonné Bonali, Benito Kabiena. Antoine Tshisekedi Tshilombo a nommé des nouveaux directeurs généraux des entreprises publiques. S'agissant particulièrement de la Société nationale de l'électricité SNELSA, M. Fabrice Lusinde a été nommé directeur général. Le chef de l'État a nommé également M. Kisoloke Letia Bamfumu et Singi Pouloulou, respectivement président du conseil d'administration et directeur général adjoint de cette société parapublique. Le nouveau directeur général de la SNEL, Fabrice Lusinde, remplace à ses postes M. Jean-Bosco Kayombo, dont il était l'adjoint depuis plusieurs années. Tous les 3 erreurs promis sont des fils maison. Parmi les défis à relever par ces trios, il y a lieu de citer la lutte contre les poches noires dans les grandes villes du pays et surtout du phénomène de l'estage devenu la règle. Le parachèvement des travaux en cours dans les différents chantiers énergétiques ouverts à travers les pays pour rattraper le développement de la demande qui est en pleine croissance avec l'évolution des villes qui se sont agrandies rapidement pendant que les infrastructures n'ont pas suivi. Nous avons dans ce journal un invité, il s'agit de Eline Kumbi, ingénieur civil électricien, spécialiste en énergie. Avec lui, nous allons parler énergie en République démocratique du Congo, les projets INGA 3. Bonsoir, monsieur Eline Kumbi. Bonsoir, monsieur Jojo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous vous avons invité, c'est pour parler du projet INGA 3, vous avez suivi la nouvelle nomination faite par le président de la République à la tête de la Société nationale d'électricité, une entreprise aujourd'hui au cœur d'un grand projet de modernisation et réhabilitation du grand INGA 3. Mais vous le savez bien, cela fait beaucoup d'années que la RDC attend la concrétisation de ce grand projet. Mais est-ce une bonne chose que tout un pays dépend de l'électricité produite par la seule source hydroélectrique? Pourquoi le pays ne trouve pas d'autres sources de production d'électricité? Merci beaucoup pour la question, monsieur Jojo. Premièrement, d'abord, il faudra que je réponde non, le pays ne peut pas dépendre d'une seule source d'énergie électrique venant d'Inga seul. Déjà, parce que nous avons déjà cette potentialité qui est déjà diversifiée à travers toute la République, notamment avec la capacité de développer de l'hydroélectricité dans nos 145 territoires, c'est déjà possible. Mais aussi, une chose est vraie et que INGA reste quand même un potentiel qu'il faudra que nous, en tant que pays, concrétiser pour que nous puissions être réellement cette puissance énergétique que nous sommes censés être. Parce qu'une chose est vraie que le potentiel de tout le site d'INGA qui est estimé à 44 000 mégawatts, ça reste énorme et qu'à ce jour, nous n'atteignons même pas le 2000. Donc, en d'autres termes, le 2000 mégawatts. Donc, ce qui
est utilisé aujourd'hui de toute cette potentialité que nous avons de Inga est vraiment inférieure et vraiment minime. Et donc en tant que pays et que comme nous avons cette vocation d'être cette grande puissance énergétique, nous sommes censés arriver à concrétiser ce projet. Et je crois que vous avez parlé des Inga 3. Inga 3, c'est la phase 3 du projet Inga qui doit aller jusqu'à la phase 8. Et donc, au stade 8, ce qui a été autrefois prévu, au stade 3, ce qui a été autrefois prévu, c'était d'avoir environ 4800 mégawatts. Là, c'était avec le projet Inga Basse Chute. Et par après, avec la coopération et l'avènement des Chinois aussi dans le projet, nous sommes allés maintenant à une estimation d'environ 11 000 mégawatts. Donc ça reste une potentialité réelle que nous sommes censés, en tant que pays qui est appelé à se développer, à utiliser cette potentialité-là, non seulement en termes industriels, mais aussi en termes des ménages, parce que tout cela dépend en fait. Mais pour revenir par exemple sur la question liée à la diversité, il est vrai que nous sommes aussi cette potentialité diversifiée et nous avons la capacité de développer d'autres sources d'énergie, notamment aussi le nucléaire qui n'est pas interdit aussi. Qui n'est pas interdit aussi, mais puisque vous venez de parler de 11 gigabytes, les Chinois venaient d'intervenir dans ces projets Inga 3, mais est-ce que ces projets, dans son volet de production 11 gigabytes, le projet Inga 3, est-il réalisable ? Oui, le projet il est réalisable. Il y a beaucoup d'études qui ont déjà démontré cela. Je crois que peut-être il y a certaines barrières. C'est notamment aussi l'aspect CAPEX, donc lié au coût d'investissement, donc qui est estimé en termes de une dizaine de milliards donc de dollars. Donc ça fait que ça soit aussi quand même un projet grand qui appelle beaucoup plus d'investissement, mais ça reste au finish un projet qui, avec les estimations, va nous amener à un tarif des ventes le moins cher. Donc, nous serons à 3,5 les kilowattheures. Donc, avec ça, nous sommes censés aussi regarder cet aspect que le projet Inga, ça reste en tout cas, ça ne peut pas être écarté, que ça doit vraiment être même ancré dans notre imaginaire collectif, que nous devrons en tant qu'État concrétiser réellement ce potentiel pour le bénéfice de nos populations. Vous avez parlé de la diversification de l'énergie et le peuple congolais peut avoir accès à plusieurs sources d'énergie. Et que pensez-vous, comment cela peut se faire? Bon, une chose est que d'abord, nous en tant que République démocratique du Congo, nous avons plusieurs sources primaires d'énergie. Donc l'hydroélectricité n'étant pas la seule source primaire, nous avons en tant qu'État de mettre en place des politiques pour mettre cela en œuvre. J'étais tout à l'heure en train de parler de notre potentialité nucléaire. Nous sommes capables de produire de l'électricité à travers notre potentiel nucléaire, parce que nous avons le site de Chikolobwe qui d'ailleurs... On ne va pas nous accuser d'enrichissement d'armes nucléaires là. Bon, une chose est que la vérité, c'est que la France, l'énergie électrique, l'électricité de la France est issue du nucléaire. Donc, ce qui est vrai, il y a trop de stéréotypes, il y a trop de choses qui sont en train peut-être de décourager des volontés pour concrétiser ça, notamment quand déjà on parle de nucléaire, on voit déjà Tchernobyl, on voit des cas d'incendie, mais je crois que tout projet comme les demandes de notre législation est censé toujours suivre la logique des études d'impact environnemental et social. Et c'est là, nous amène directement, quand il y a déjà des études d'impact environnemental et social, nous avons un plan de gestion. Un plan de gestion de tout ce qui pourrait avoir comme conséquence, incidence de tout projet. Donc, en d'autres termes, nous avons la France qui produit de l'énergie nucléaire, de l'énergie électrique à partir du nucléaire. On n'a jamais eu de problème. Pourquoi? Parce que les normes sont respectées. Donc, je crois que dans ce sens-là, nous n'avons pas en fait de crainte.
c'est à nous en tant qu'État d'utiliser tout ce que nous avons comme potentialité. S'il faudra même recourir, il y a maintenant là l'appel d'offres sur le bloc pétrolier. S'il faudra recourir même à aux énergies fossiles, comme les hydrocarbures, on est censé en tant qu'État, et puis au-delà des hydrocarbures, dans les hydrocarbures, il ne faudra pas seulement voir le pétrole, il faut aussi voir que nous avons aussi les gaz méthane qui est disponible dans le lac Kivu. Donc c'est possible en tant qu'État de diversifier nos énergies primaires d'électricité. Vous restez convaincu que le projet Inga 3, dans son volet de production 11 gigawatts, est réalisable. Mais on a constaté que plusieurs grands projets de centrales photovoltaïques, hydroélectriques n'ont pas arrivé à terme, ne sont jamais concrétisés. Mais pourquoi cette conviction avec le projet Inga 3? Mais alors que sur terrain, on voit que des grands projets n'ont jamais abouti. Là, je n'ai pas bien compris. Vous avez parlé de projets photovoltaïques. Les centrales photovoltaïques. Avec le solaire. Donc, je comprends. Une chose est que les solaires, ça reste aussi, donc le photovoltaïque, c'est aussi une potentialité qu'il faudra exploiter. Mais la vérité est que face à des offres naturelles que nous avons avec l'hydroélectricité, avec le gaz pour le thermique, et même avec les potentialités, si nous atteignons par exemple la phase du raffinage de nos hydrocarbures, les potentialités thermiques avec les pétroles, nous sommes capables de faire face non seulement à la demande actuelle en énergie électrique, mais aussi à se mettre dans une position d'industrialisation de notre pays, parce que ce qui est vrai, qui dit industrialisation, cela appelle à ce qui est disponibilité en termes d'énergie électrique. Je crois qu'il y a toujours eu ce problème avec les miniers qui ont toujours été condamnés du fait qu'ils ne font que de l'extraction sans pour autant transformer. Mais ce qui a toujours posé, ce qui s'est toujours érigé en obstacle ou en barrière, c'est le fait que nous avons ce déficit qui ne permet pas en fait de faire à la fois l'extraction et aussi la transformation, et qui a pour conséquence, ça va ajouter de la valeur à nos produits, alors que jusqu'aujourd'hui nous sommes toujours dans l'extraction, et puis nous sommes en train d'exporter de la matière brute. On exporte de la matière brute. Ben, il y a tout juste 8 mois, 27 personnes avaient péri dans le drame d'un câble électrique à Matadi-Kibala. Mais à voir la vétusté de câbles haute tension, peut-on craindre un autre drame de ce genre? Oui, ce qui est vrai, le drame de Matadi-Kibala, ce qui s'était passé il y a quelques mois, c'était déjà que c'était une ligne haute tension de 70 kV, donc c'est la ligne Zongo Kinshasa, et qui s'était rompue selon les explications que la SNEL a données. C'était suite à un coup de foudre, et puis la ligne avait causé plusieurs morts. Mais il est vrai que déjà le problème qu'il fallait qu'en tant qu'État nous sommes en train de nous reprocher, c'est le fait que l'emprise, les corridors des lignes haute tension n'a pas été respecté. Donc en deçà d'une ligne électrique haute tension, on doit respecter les 25 mètres de part et d'autre pour éviter de tels incidents. Parce qu'une chose est vraie, de telles réalités se passent partout, mais quand la norme du corridor est respectée, on n'aura pas de problème pareil. Mais il se peut que nous soyons encore en train d'être surpris par un drame pareil, parce que juste à quelques 100 km de la ligne haute tension de 70 kV qui avait causé de problèmes, il y a encore une autre ligne haute tension de 220 kV, la ligne Inga, déjà qui a beaucoup d'agglomérations dans cet endroit, et cela a déjà causé beaucoup de problèmes, parce que quand il pleut déjà, les gens sont électrisés, parce que c'est normal, la propriété électrique de l'air diminue, et puis cela fait que les portails étant en métal conducteur, donc les gens sont électrisés, mais il suffirait que le même problème
posé au niveau de Matadi Kibala se pose là-bas, et donc c'est-à-dire la rupture d'une ligne, nous aurons plus de dégâts que là-bas, parce que là c'est maintenant un câble de 220 kV. Donc c'est aussi l'opportunité de saisir le pouvoir public pour que déjà ces corridors puissent être respectés et d'anticiper un tel danger. Donc c'est vraiment un danger permanent et une bombe à retardement. Une dernière question, comment aujourd'hui le pays peut travailler de manière à ce qu'il y ait augmenté le taux d'accès à l'énergie électrique? Merci beaucoup. Donc, je crois que cette question, ça revient un peu à ce que j'avais déjà soulevé tout à l'heure. Il est certes vrai que le secteur de l'électricité actuellement est vraiment en mouvement avec la loi portant libéralisation du secteur, la loi de 2014. Actuellement, déjà dans certaines zones du pays, cette loi est déjà en plein mouvement avec la venue des opérateurs privés. L'essentiel en fait en tant que pays, ce serait d'aboutir, de finaliser un peu notre politique nationale énergétique. C'est un projet qui n'a pas encore abouti. En fait, dans cette politique nationale sur l'énergie, nous devrions mettre en évidence la capacité de notre pays à profiter de la diversité de sources d'énergie. Donc, sans négliger aucune technologie, il faudra les utiliser tous dans le but non seulement de résoudre les déficits qu'il y a actuellement, mais aussi de placer notre pays dans une position de puissance énergétique, parce que c'est ça aussi notre vocation. Ok, merci Monsieur Elin Koumbi, ingénieur civil électricien, spécialiste en énergie. Et nous sommes très contents de vous avoir reçu dans ces plateaux et nous espérons vous revoir très prochainement. Merci Monsieur Jojo. Merci beaucoup. Poursuivons ces journaux. Comme annoncé dans le sommaire, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a procédé ce mardi à Kinshasa au lancement officiel des assises du tout premier grand rendez-vous de la gouvernance en République démocratique du Congo. Les termes de ces rendez-vous est renforcer les instances de gouvernance et le mécanisme de gestion publique axé sur les résultats. Il faut noter qu'il s'inscrit dans le cadre du programme intégré d'appui à la décentralisation, à la gouvernance locale, mais aussi à la planification du développement. Fiston Oleko, Stanisamba. L'objectif principal poursuivi à travers ces assises de 2 jours est de saisir l'opportunité de la revue du Programme national stratégique de développement, PNSD en sigle, pour mettre en cohérence plusieurs initiatives de renforcement de la gouvernance et de la planification du développement. Il s'agira de présenter aux participants le paquet des appuis en matière de renforcement des capacités institutionnelles et humaines au profit du gouvernement central, des gouvernements provinciaux et des assemblées provinciales afin de les mettre en cohérence pour une meilleure coordination. Selon le Premier ministre, le Programme national stratégique de développement fixe la vision à long terme du développement de la RDC. Cette vision ne pourra se concrétiser que grâce à un engagement individuel et collectif de tous les Congolais à pouvoir placer la bonne gouvernance comme règle d'or et comme condition essentielle pour une meilleure coordination de l'action publique réussie. Dans cette perspective, il est indispensable de mettre en place des politiques cohérentes, multi-acteurs, dans une démarche organisationnelle, opérationnelle et de gestion basée sur les principes d'appropriation, de redevabilité et surtout de l'excellence des bonnes pratiques, focalisées sur l'atteinte des résultats collectifs. Le chef du gouvernement s'est réjoui de la concrétisation de ce projet avec l'appui des partenaires techniques et financiers extérieurs. Grande est ma satisfaction ce jour de voir se concrétiser, grâce à l'appui technique et financier du Royaume de Suède, agissant à travers le PNUD, le programme intégré d'appui à la décentralisation, à la gouvernance locale et à la planification du développement, lequel servira d'outil à la matérialisation des priorités du gouvernement et à l'atteinte des objectifs du développement que nous nous sommes assignés.
en croire le ministère de Plan, ce rendez-vous suscite beaucoup d'espoir car les discussions qui doivent connaître l'implication de toutes les parties prenantes ont le devoir d'amener à l'amélioration de la qualité de l'action gouvernementale. Quittons le domaine de la gouvernance de l'État pour parler de l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Le gouvernement congolais annonce pour bientôt la récupération de la cité de Bunagana dans la province du Nord Kivu. Une cité occupée depuis près de 3 mois par le mouvement terroriste M23 avec le soutien du Rwanda. C'est le porte-parole du gouvernement et ministre de la communication et médias Patrick Muyaya qui a fait cette annonce devant la presse. Il a réitéré l'affirmation du chef de l'État selon laquelle les forces kenyanes annoncées entreront au pays par cette cité pour mettre fin à cette occupation. Encore une fois, Fiston Oliko, Stanisamba. Occupé depuis 120 jours actuellement par le M23 avec le soutien du Rwanda, le gouvernement congolais annonce pour bientôt la récupération de la cité de Bunagana, située dans le territoire de Rutshuru en province du Nord Kivu. Parmi les leviers du gouvernement, c'est aussi le fait qu'un contingent des forces spéciales du Kenya rentrera en RDC dans le cadre de la force régionale des États de l'Afrique de l'Est par cette cité occupée. Le porte-parole du gouvernement a affirmé que cela n'est question que de quelques jours. Il y a les déploiements de la force régionale qui est prévu, et parce que vous avez vu qu'il y a les premiers matériels des déploiements des contingents kenyans qui sont arrivés et qui seront stationnés là-bas. Dès que ces contingents, ces militaires, ces forces spéciales kenyanes vont arriver, ça permettra d'avoir cette force qui viendra, et les M23 ou le Rwanda, ils vont se retirer de Bunagana. C'est ce qui est prévu, ce n'est qu'une question de jours. Pour Patrick Muyaya, cette intervention extérieure ne se justifie pas par l'incapacité des forces armées congolaises à lancer des offensives, mais c'est parce que le pays a souscrit à des dynamiques diplomatiques où le cessez-le-feu est requis. Ce n'est pas que les forces armées de la République démocratique du Congo ne sont pas en mesure de lancer une offensive pour récupérer Bunagana. Mais lorsque vous lancez une offensive, il y a des pertes en vies humaines. Vous avez des milliers de déplacés. Et nous savons tous qu'il n'y a aucune guerre qui ne commence, ou aucun affrontement qui ne commence, qui ne s'achève sur une table. Parce que nous savons que c'est le Rwanda qui opère derrière le M23. Et donc comme nous avons souscrit à ces processus de paix, c'est pour ça qu'il n'y a pas des opérations militaires engagées. Au-delà de cette option, pour les autorités de la RDC, la récupération de Bunagana par la voie diplomatique reste la solution souhaitée. Changeons de chapitre à présent. L'association sans but lucratif Vision Fachi a remis un diplôme d'honneur au président provincial du parti Mouvement de Solidarité pour le Changement, Jeannot Binanou. Cet acte intervient après une observation intentionnée par cette structure politique de l'obédience du pouvoir en place. Une structure qui travaille pour l'accomplissement de la vision du chef de l'État, c'est lui de travailler pour le bien-être du peuple congolais. Patricia Mabungu et Benito Kabiena. Engagé et loyal à son parti, cette récompense du mouvement de solidarité pour le changement, parti cher à l'honorable Laurent Batumona, est un symbole de reconnaissance auprès de son digne fils, le président provincial Jeannot Binanou. Content de l'acte posé par ses camarades qui a pour vision le changement intégral du Congo, le nominé s'est exprimé en ces termes. Et aujourd'hui, il y a la vision du chef de l'État, Vision Fachi, qui nous décerne ce diplôme de mérite. Très ému, je veux dire merci au chef de l'État à travers cette ASBEL, Vision Fachi, gérée par M. Holt et son équipe. Mais vous savez, je ne croyais pas personnellement, mais il y a l'œil du chef de l'État qui est en train de nous suivre partout, nous posons les actions. Et c'est la vision Fachi. À cette occasion, le leader du Mont Amba a rappelé que le mouvement de solidarité pour le changement est allié à l'UDPS depuis plusieurs années et reste soudé sous la vision de Fachi, celle de servir le peuple. Le mouvement de solidarité pour le changement, parti cher à l'honorable Laurent Batumona Diatabaou, est allié à l'UDPS depuis plus de 11 ans. Et ce parti a décidé de travailler en collaboration avec le peuple. Et le peuple, c'est l'idéologie de l'UDPS. Et nous avons accepté de cheminer avec le chef de l'État, soutenir ses actions.
Quittons la ville-province de Kinshasa pour la province du Haut-Katanga qui vient d'être dotée l'inspection du travail vient d'être dotée d'un tout nouveau bâtiment. C'est le ministre national en charge de l'emploi, travail et prévoyance sociale qui a procédé à l'inauguration de ces bâtiments devant plusieurs personnalités de la province, notamment le vice-gouverneur de cette entité, Fiston Oleko Benon Moulumba. Composé de 4 bureaux et une salle de réunion bien équipée, le bâtiment annexe de la division de travail du Haut-Katanga a été inauguré ce vendredi 7 octobre 2022. Il constitue ainsi une solution aux difficultés que rencontraient le 149 agents du monde de travail de la province, répartis en deux blocs, celui des inspecteurs et des contrôleurs, dû à l'insuffisance de place. L'initiative a pris corps aux travailleurs d'œuvrer suivant l'idéologie du chef de l'État, qui ne jure que par la lutte contre toutes sortes d'antivaleurs, envie de propulser l'état des droits. À l'étape de discours, le numéro 2 du Haut-Katanga, Jean-Claude Konfoy-Kimimba, représentant le gouverneur Jacques Kabula Katwe empêché, a salué la volonté ferme du chef de cette division d'offrir à ses agents un bon cadre pour le travail décent. J'ai besoin de rappeler ici les devoirs et responsabilités dévolues à l'inspection du travail. Je voudrais saisir l'opportunité qui m'est offerte pour inviter les inspecteurs du travail à travailler avec conscience et conformément aux prescrits des textes légaux en abattant un travail de qualité. Pour sa part, la ministre nationale du Travail, Claudine Ndusim Kembe, au-delà des encouragements à l'endroit des autorités provinciales pour l'implication dans la matérialisation du projet, elle a appelé tous les agents à plus de responsabilités dans l'exercice de leurs tâches. L'inspection du travail trouve sa raison d'être. Comme vous le savez, il s'agit bien de faire respecter les normes dans les secteurs du travail. Claudine Ndusim Kembe, assistée du vice-gouverneur Jean-Claude Konfoy-Kimimba, a procédé à la coupure du ruban symbolique, donnant ainsi l'accès aux occupants d'exercer le travail dans des conditions acceptables. S'ensuivra la visite du bureau de la bâtisse inaugurée et la signature dans les livres d'or de la division de l'emploi, travail et prévoyance sociale. Il est à noter que la cérémonie a coïncidé avec la célébration de la Journée internationale du travail décent. Peu avant, la patronne du travail en RDC a effectué une visite de courtoisie auprès du vice-gouverneur du Haut-Katanga, Jean-Claude Konfoy-Kimimba, au gouvernorat de province, question de présenter ses civilités. Passons à présent à la page internationale. Pas moins de 90 millions de personnes supplémentaires ont eu accès à l'électricité entre 2010 et 2020 dans la région de la Grande Côte de l'Afrique. Voilà ce qu'indique le dernier rapport de l'Agence internationale de l'énergie portant sur la transition énergétique dans cette région. Ces progrès concernent principalement les deux moteurs économiques de la région, à savoir l'Éthiopie et le Kenya. Stani Samba, Fiston Oleko. L'Éthiopie et le Kenya ont augmenté leur taux d'électrification de plus de 6 points de pourcentage chaque année et ils représentent 90 millions de personnes. Sont d'autant plus importants quand on compare la situation actuelle à celle du début des années 2000. Selon les rapports de l'Agence internationale de l'énergie, une personne sur 10 avait accès à l'électricité en l'an 2000, alors qu'aujourd'hui, c'est une personne sur 2, ce qui est comparable à la moyenne de l'Afrique subsaharienne, hors Afrique du Sud. Toutefois, l'accès à l'électricité reste un défi majeur autant pour le Kenya et l'Éthiopie que pour les autres pays de la région. Au Soudan du Sud, par exemple, 90% de la population n'y a pas accès. En Éthiopie, 60 millions de personnes étaient encore sans succès à l'électricité en 2020, ce qui en fait le 3e pays du monde en termes de déficit d'accès en chiffres absolus. Cette situation s'explique en partie par le déplacement massif de populations causé par les conflits et les troubles politiques à partir de 2019. Par ailleurs, la moitié de la population de la Grande Corne de l'Afrique n'avait pas accès à l'électricité en 2020, sachant que la région représente environ 80% de la population de l'Afrique subsaharienne. Cela fait de l'évolution de la démographie un défi majeur quant à l'électrification, surtout que selon l'ONU, l'Afrique subsaharienne contribuera pour plus de la moitié à l'augmentation de la population mondiale d'ici 2050.
Et puis l'Ouganda s'apprête à lancer un fonds de crédit à l'exportation pour aider les exportateurs nationaux à atteindre de nouveaux marchés. Les fonds créera davantage de revenus en matière d'exportation pour stimuler le développement industriel du pays. Edouard Mfunda, Benito Kabiena. L'Ouganda prépare le lancement d'un fonds de crédit à l'exportation. L'objectif est d'aider les exportateurs nationaux à conquérir de nouveaux marchés. Selon l'agence Bloomberg, outre le financement, il s'agit d'améliorer la conformité des produits aux exigences sanitaires tout en contribuant à la mise en place des stratégies de conquête des marchés. Pour rentabiliser les placements d'aide à l'exportation, il serait bon de les concentrer dans le secteur agricole, notamment dans toutes les chaînes de valeur de transformation, des niches pour lesquelles l'Ouganda est leader, naturellement les clusters et tout ce qui touche à la transformation agricole des tomates, des choux, des aubergines et des avocats, des domaines où l'Ouganda a fait preuve d'un certain leadership, non seulement dans la zone, mais aussi à l'exportation. Selon Odreg Rouabogo, président du comité consultatif sur la promotion des exportations et le développement industriel lancé par le président ougandais Yoweri Museveni, le capital initial du fonds devrait être modeste et ses financements limités à un certain nombre de produits avant de s'étendre progressivement. Les produits prioritaires comprendront le café, le poisson, les fruits, les légumes, les volailles, la viande des bovines, le ciment et l'acier. Dans le cadre de la zone de libre-échange continentale, l'Ouganda, à travers la mise en valeur de ces produits, à travers la transformation de ces produits, l'avocat, le chou, possiblement le thé et les aubergines, l'Ouganda pourrait créer une industrie alimentaire et optimiser les exportations de cette industrie alimentaire pour prendre des parts de marché en Afrique et dans le monde. En 2020, les exportations des biens en Ouganda se sont élevées à 4,14 milliards de dollars, tandis que les importations ont atteint 2,25 milliards de dollars, entraînant une balance commerciale déficitaire de 4,1 milliards de dollars. Les exportations des biens et des services devraient rester les années à venir en raison des investissements dans les grands projets d'infrastructure. Nous sommes arrivés à la fin de ces journaux, mais place à présent au rappel de titres. Lancement ce mardi 11 octobre 2022 du tout premier grand rendez-vous de la gouvernance en République démocratique du Congo par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Les termes de ce grand rendez-vous est renforcer les instances de gouvernance et le mécanisme de gestion publique axé sur le résultat. Et puis dans la grande corne de l'Afrique, près de 90 millions de personnes supplémentaires ont eu accès à l'électricité entre 2010 et 2020. Voilà ce qui est ressorti du dernier rapport de l'Agence internationale de l'énergie. Mesdames et messieurs, voilà, c'est la fin de cette grande édition d'information. Merci d'avoir suivi Géopolis Télévision pour vous informer et restez branchés sur ces programmes. L'information continue sur www.geopolismagazine.net et son compte YouTube Géopolis TV.